J'ai passé une bonne partie de ma vie à courir à l'autre bout du monde pour photographier les animaux sauvages. Et si le bout du monde, c'était la porte à côté, à une station de tramway de chez soi? C'est grâce à mon ami Albert, photographe animalier comme moi, que cette aventure a commencé. Tu devrais aller voir au jardin public, il y a un martin qui passe tous les matins. Je pense que tu pourras filmer de belles séquences. Un martin pêcheur au centre-ville. Franchement, j'étais surpris et perplexe. En effet, cet oiseau est plutôt craintif et discret. Je me rendis sur place, dans cet endroit que je croyais connaître depuis toujours. C'est un endroit magnifique pour respirer et pour s'écarter des bruits de la ville. Mais pour moi, en aucun cas cela ne ressemble à une réserve naturelle. Je m'installai devant le bassin qu'Albert m'avait indiqué, sans trop y croire. Mais après une dizaine de minutes, il était là. J'étais stupéfait. Un martin pêcheur ici, c'était incroyable. Le plus étonnant fut de constater que cet oiseau n'était pas craintif. Les promeneurs passaient à quelques mètres de lui sans le voir, et l'oiseau avait fini par tolérer le son des voix et les cris des enfants. L'idée de faire découvrir la biodiversité au cœur de la ville était née. Une année de tournage commençait en ce jour de février, une année de découverte et d'émerveillement. Les premiers habitants des lieux que l'on découvre sont les plus bruyants. Les oies et les canards animent toute l'année le jardin public. Ces anatidés y ont élu domicile et malgré le fait qu'ils savent parfaitement voler, ils ne le quittent pas ou y reviennent la plupart du temps. Ils ont trouvé ici un refuge qui leur assure le gîte et le couvert. Néanmoins, un certain nombre d'entre eux vont se nourrir sur les berges de la Garonne, qui est toute proche, ou dans d'autres espaces verts de la ville. C'est la fin de l'hiver et le printemps sera bientôt là. Les splendides fleurs de magnolia nous le rappellent. Si la biodiversité sauvage peut ici prospérer, c'est que l'homme lui laisse le champ libre et fait tout pour favoriser son développement. Les jardiniers jouent ici un rôle prépondérant. Bonjour, je travaille au jardin botanique du jardin public et je vais vous parler de ce que l'on fait pour préserver la biodiversité. Donc tout d'abord, on utilise des produits naturels pour préserver la biodiversité et éviter de tuer tout être vivant. Le paillage est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour la biodiversité. Et si on prend exemple sur la nature, le sol n'est jamais découvert. Et par exemple en forêt, les branches plus les feuilles, ça fait un compost extraordinaire. Les vers de terre peuvent monter jusqu'en haut du sol, alors que quand il n'y a pas de paillage et que le sol est trop sec, ils sont obligés de rester en dessous du sol. Donc là, pour éviter les mauvaises herbes, on a mis une grosse couche de paillage, à peu près 5 cm. Dans ce jardin, d'ailleurs, il y a beaucoup de colomboles. Donc si on soulève le... Voilà.
Hop. Donc là, on a une belle mycorhize. Et ça, c'est extrêmement précieux pour la vie du jardin. Plus le sol est vivant, et moins vous aurez de maladies au niveau des plantes. Elles seront plus résistantes. Donc pour le jardin botanique, il y a quelques éléments qui ont changé avec le temps. Donc maintenant, on a laissé certaines parties enherbées, notamment quand c'est une allée toute blanche, pleine de gravier ou bétonnée. Eh bien, la zone va être plus chaude, donc ça va nécessiter plus d'arrosage, alors que l'herbe va favoriser plus d'humidité dans la zone. On a aussi laissé un tas de branchages dans le jardin. Vous pouvez aussi laisser un tas de feuilles. On en a à certains endroits aussi, pour favoriser aussi la biodiversité. Les jardiniers comme Samy sont les véritables gardiens de la biodiversité du jardin. Sans eux, elle n'existerait pas. Les écureuils sont les stars du parc et leurs acrobaties m'impressionnent. Ils ont colonisé le jardin il y a une quinzaine d'années. La proximité des humains les a rendus très peu farouches. En les observant, je me prends à rêver d'un monde où les animaux n'auraient pas peur de l'homme. Ce monde, je l'ai découvert dans des coins perdus d'Alaska ou d'Hokkaido au Japon. Ici, dans un jardin du centre-ville, on retrouve les comportements d'animaux qui ne sont pas persécutés par les hommes et qui finissent par nous accorder leur confiance. La nature se réveille et quelques-unes des 2500 espèces du jardin botanique fleurissent. Ce spectacle sera ininterrompu jusqu'à la fin de l'automne. Ces plantes abritent une grande quantité d'animaux qui participent à l'écosystème du jardin. Dans le monde entier, on constate que la biodiversité s'exprime plus facilement en ville que dans les milieux naturels où des millions d'insectes et d'oiseaux ont déjà disparu. Ces bourdons des villes en sont la preuve. Ici, ils ne sont pas en contact avec des pesticides et sont présents et actifs toute l'année. Le printemps, c'est aussi le moment où les promeneurs retrouvent leur jardin. Malheureusement, la majorité d'entre eux ignorent le monde animal qui est pourtant là, sous leurs yeux.
Entre mars et avril, les oiseaux entrent en scène et c'est partout l'effervescence dans le jardin. C'est la saison des amours et de la reproduction. Albert de Mons, qui est à l'origine de cette aventure, fréquente le jardin depuis son plus jeune âge, et ses observations ornithologiques sont très précieuses. Donc là, nous sommes dans le jardin botanique de Bordeaux, au début du printemps. Ce jardin, c'est un véritable condensé de biodiversité. Là, en ce moment, les écureuils sont en pleine parade nuptiale, donc on peut les voir partout arpenter les arbres. Le printemps, c'est le meilleur moment pour observer les oiseaux. Ils ont tous démarré leur nid. Là, j'aperçois un rouge-gorge qui surveille son territoire. Mais on a aussi des mésanges charbonnières et même des petits chardonnerets élégants qui ont démarré leur nid. Donc tous les nichoirs du jardin public ont été numérotés. Ils ont un numéro qui leur est propre. Comme ça, on peut noter quelle espèce occupe chaque nichoir. Là, on est face à un nichoir de mésanges bleus qui sont assez communes en ville. Mais depuis quelques années, on peut observer des espèces qui sont beaucoup plus rares en ville, comme la mésange noire, que j'observais jamais il y a quelques années. Je suis en train d'observer une jeune tourterelle turque qui attend frénétiquement ses parents pour pouvoir se faire alimenter. Elle est encore incapable de se nourrir toute seule. Tiens, il y a la mère qui vient d'arriver, on voit la jeune qui remue ses ailes. Elle va venir lui régurgiter son lait de pigeon directement dans le gosier. On a un jeune merle là qui est en train de monter dans le buisson. Quand les parents ne sont pas à proximité pour les nourrir, ils essaient de se faire discrets. Ce qui leur permet de ne pas se faire repérer par les prédateurs. Tiens, il y a la merlette qui arrive là. Elle va venir le nourrir. On a 3 œufs. Mais 50 mètres plus loin, certains parents sont encore en train de ravitailler des jeunes. Et chaque couple va pouvoir faire plusieurs pontes pendant l'année. On a un pigeon ramier là-bas. On appelle ça une palombe aussi dans la région. Il est en train de ramasser des matériaux pour son nid. Il est beaucoup plus discret que les mésanges. Ce pigeon qu'on vient d'observer est en compétition avec le pigeon des villes, le pigeon biset. Ils sont de plus en plus nombreux depuis quelques années.
Donc là, on va aller observer un couple de citelles qui nichent à proximité de 2 couples d'étourneaux. En ville, les oiseaux vivent dans des territoires beaucoup plus petits qu'à la campagne. Et ils se sont adaptés et ils sont capables d'accepter une promiscuité beaucoup plus importante que dans d'autres territoires. Comme on peut le voir ici, avec ce couple de citelles torche-peau qui niche à une distance d'1 mètre d'une cavité abritant des étourneaux sansonnets. Ici, on peut découvrir un petit nid de chardonneret élégant. On est sur la fin de la construction du nid et la femelle va bientôt démarrer la ponte. En fait, il commence à couver quand tous les œufs sont pondus, de manière à donner les mêmes chances de survie à tous les jeunes. Pendant que la femelle fabrique le nid, on peut observer le mâle qui monte la garde. Il est prêt à repousser tout concurrent potentiel. Pour favoriser la venue des insectes, un verger a été planté au cœur du jardin public. On a aussi installé un abri à insectes pour les pollinisateurs comme les guêpes solitaires. Les premières cétoines dorées apparaissent mi-avril. Elles se régalent du pollen des fleurs et contribuent à leur pollinisation. Les larves de cétoines se nourrissent du bois mort qu'elles décomposent. C'est pourquoi on laisse des souches et des arbres morts dans le jardin. La biodiversité végétale du jardin public comprend les espèces de la collection du jardin botanique, les espèces ornementales cultivées et toutes les espèces sauvages qui s'épanouissent un peu partout. C'est cette richesse végétale qui permet d'attirer la grande diversité de la faune du jardin. Chez les lézards, c'est la période des amours et des combats entre mâles. Le lézard des murailles est le plus urbain des lézards. Il est présent dans tous les centres-villes. C'est un redoutable prédateur d'insectes, mais aussi trop souvent la proie de nos chats domestiques. Sa morsure est puissante. Il peut verrouiller sa mâchoire avec une telle force que l'ennemi ne peut se dégager. Ce pauvre merle en a fait l'amère expérience. En voulant croquer sa victime, il s'est fait pincer le bec. Fin avril, le cerisier aigre offre ses friandises aux gourmands. Les étourneaux sansonnets retrouvent à ce moment de l'année leur régime alimentaire d'origine. En ville, ils se nourrissent désormais le plus souvent de nos restes alimentaires.
Même les écureuils participent au festin. Je suis surpris de la proximité que j'entretiens avec les oiseaux. Je crois qu'à force, ils me reconnaissent. Ils ont fini par m'adopter. Je les filme à main levée, à moins d'1 mètre. Les merles profitent de cette nourriture facile pour nourrir leurs petits. La floraison bat son plein, ce qui attire de plus en plus d'insectes. Les abeilles sont nombreuses et on constate que le miel récolté dans une agglomération est de meilleure qualité qu'à la campagne car il n'est pas pollué par les pesticides. Mais il ne faut pas installer trop de ruches en ville. En effet, trop d'abeilles, c'est une concurrence trop sévère pour les autres pollinisateurs, comme ce xylocope violet, appelé aussi abeille charpentière. Plus je m'approche et plus je découvre un petit monde parallèle au nôtre, fragile et beau, véritable microcosme de l'herbe. À Bordeaux au mois de mai, il fait déjà chaud et la pluie soulage la végétation et les hommes.
Une nouvelle génération est née, pas encore totalement autonome, mais bien décidée à coloniser le jardin. Le jardin public de Bordeaux a une surface de 11 hectares. Il a été créé en 1746 par Ange Jacques Gabriel. C'est le premier jardin de France à avoir été conçu dès sa création pour être ouvert au public. À l'origine, c'était un jardin à la française. La terrasse témoigne encore de ce lointain passé. Il est bordé d'immeubles qui contribuent à lui donner son cadre exceptionnel. En 1858, Louis-Bernard Fischer le transforme en jardin à l'anglaise, plus libre et plus proche de la nature. Sur le plan d'eau, on rencontre des oiseaux que l'on n'imaginerait pas voir ici, comme ce grand cormoran qui a quitté le fleuve pour une halte dans le jardin. Il a souvent les yeux plus gros que le ventre. Les poules d'eau sont là toute l'année. Certaines couvent encore, pendant que d'autres ont déjà leurs petits aux pattes démesurées. À la campagne, la gallinule poule d'eau est un oiseau très craintif et difficile à observer. Ici, comme les autres oiseaux, elle n'a pas peur de l'homme. Pour éviter la surpopulation des canards, le personnel du jardin public prélève les œufs des espèces les plus fécondes. Cette année, le bassin du jardin botanique m'a réservé une surprise. Un couple de poules d'eau a niché dans les iris d'eau, ce qui me permet d'observer les poussins à quelques mètres.
Au mois de juin, les jardiniers désherbent manuellement les plantations. Ils entretiennent aussi les allées enherbées du jardin botanique. Pour favoriser la reproduction des insectes, et notamment des papillons, on laisse des zones de hautes herbes un peu partout dans le jardin public. Une étude scientifique a prouvé que plus la surface d'herbe sauvage est importante et plus on observe d'espèces de papillons. Le nombre d'espèces végétales présents est aussi déterminant. Les centaines d'espèces du jardin botanique sont pour les papillons autant de ressources en nectar diverses et variées. Ces petites merveilles sont des êtres fragiles. Si on utilise ne serait-ce qu'un seul pesticide, leur nombre chute de moitié. Heureusement ici, aucun produit toxique n'est utilisé. La Scolie hirsute est une guêpe qui parasite la larve de la cétoine dorée que j'avais rencontrée au printemps. La Scolie des jardins est la plus grosse guêpe d'Europe. Elle peut atteindre 6 cm de long. Elle vit surtout en Europe méridionale. Le mâle a une tête noire et est dépourvu d'aiguillons. Il ne fabrique pas de nid et ne fait que butiner. La femelle est plus grosse. Sa tête jaune est facilement reconnaissable. Elle possède un aiguillon et malgré son aspect imposant, elle est très pacifique. Elle parasite la larve du scarabée rhinocéros. Il ne faut pas confondre ces scolies avec les frelons asiatiques, car elles sont très utiles et inoffensives pour les hommes comme pour les abeilles. C'est le mois de juillet qui apporte ses fortes chaleurs et si on prend un peu de hauteur, on comprend l'importance d'un jardin dans la ville. Le jardin, c'est le seul poumon vert au milieu de cet océan minéral artificiel. Le seul endroit qui garde encore un peu de fraîcheur l'été. Les températures de nos villes augmentent chaque année et plus personne ne le conteste, cette situation va empirer dans les années à venir. C'est pourquoi il est urgent de végétaliser nos villes. C'est un enjeu crucial pour notre avenir. Il faut créer de nouveaux jardins respectueux du vivant et du sauvage.
Il faut aussi végétaliser nos toitures et créer partout où c'est possible des mini-forêts urbaines. Car pour se développer, la biodiversité a besoin de terre, d'herbes, d'arbustes et d'arbres de différentes espèces. Il faut aussi créer des espaces sauvages dans nos banlieues et les relier par des couloirs verts à nos parcs et nos jardins des centres-villes. Au mois d'août, la chaleur est étouffante et je me réfugie dans la partie exotique du jardin botanique. Avec un peu d'imagination, on peut voyager avec les palmiers des Canaries, les orties de Chine, le poivre de Chine ou l'arbre corallien du Brésil. C'est à cet endroit que je rencontre enfin un insecte que j'ai cherché tout l'été, le phasme gaulois. C'est le roi du mimétisme, il est déguisé en brindille. La journée, il est immobile, mais à la tombée de la nuit, il se nourrit de feuilles de ronces ou de rosiers. C'est un insecte fascinant. Les arbres sont la mémoire du jardin. Comme dans nos forêts, plusieurs d'entre eux sont multicentenaires. En les admirant, je me dis qu'il est temps de recréer dans nos villes des micro-forêts. Le botaniste japonais Miyawaki a démontré leur utilité et leur faisabilité depuis longtemps déjà. Le jardin public dénombre plusieurs centaines d'arbres, dont une trentaine d'espèces remarquables. Le pacanier est le plus grand d'entre eux. C'est le début de l'automne et beaucoup de végétaux se fanent et produisent de grandes quantités de graines qui profitent aux oiseaux. À cette période de l'année, les pigeons bisés retrouvent une nourriture plus naturelle, car ils raffolent des graines d'artichaut. Les pigeons sont aujourd'hui mal aimés. Pourtant, ils vivent avec les hommes depuis des milliers d'années. Pour limiter leur population, la seule solution qui s'avère efficace est d'arrêter de les nourrir en ville. Mais il n'est pas toujours facile de faire appliquer les interdictions de nourrissage. Septembre, c'est aussi le mois des dernières floraisons au jardin botanique.
Les feuilles des arbres commencent à sécher et les fruits de l'automne mûrissent doucement. Comme c'est souvent le cas dans le sud-ouest, l'été s'éternise et c'est seulement fin novembre que le jardin se pare des couleurs de l'automne. De nombreux oiseaux qui avaient déserté le parc l'été reviennent pour s'y nourrir. Les hommes se font plus rares et la nature semble reprendre ses droits. À cette époque, les jardiniers utilisent les feuilles pour protéger les plantes gélives et pour enrichir la terre du jardin. Cette année, 2 hérons cendrés sont apparus mi-décembre. Cela faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas été observés dans le jardin public. Ces oiseaux restent discrets et craintifs. Depuis 1975, ils sont protégés, mais avant cela, ils étaient chassés. Ils ont gardé dans leur gène le souvenir de cette persécution. Ici, je peux admirer un bel adulte, et quelques arbres plus loin, c'est un juvénile qui se repose. Assez tôt le matin, alors que le jardin public est presque désert, j'arrive à surprendre l'adulte en train de pêcher. Mais dès qu'il m'aperçoit, il s'envole rapidement. Au printemps, les martins pêcheurs quittent le jardin public pour nicher au bord de l'eau dans des terriers. L'hiver, ils reviennent au jardin pour se nourrir. Les moitrieuses, qui ont l'habitude de passer l'hiver dans les terres, à l'abri des tempêtes, sont aussi des hôtes temporaires du jardin. Les feuilles se font rares sur les arbres, et l'automne laisse sa place à l'hiver. À Bordeaux, il fait rarement froid, et la neige est plus rare encore. Quand elle tombe, elle ne s'attarde pas sur la ville, qui est toujours plus chaude de quelques degrés que la campagne.
Cette année, il n'aura neigé qu'une seule journée. Allez, viens. En plein cœur de Bordeaux, dans le jardin public, il est possible de découvrir une incroyable diversité d'oiseaux, de mammifères ou d'insectes. Il est donc logique que dans ce lieu magique, l'on puisse croiser des photographes comme moi et des amoureux de la nature. Je remarque qu'ici, il y a quand même deux mondes qui se côtoient, puisqu'il y a les gens qui sont passionnés, comme moi, de photos, des animaux. Et on croise aussi des gens qui ont le nez sur leur téléphone et qui ne prêtent pas attention au monde qui les entoure. Ces derniers n'ont aucune conscience de toute la richesse de la biodiversité que l'on peut avoir à portée de main, même en centre-ville, même en plein Bordeaux. Février est de nouveau là. Les corneilles se cachent tout en haut des arbres et les couples formés pour la vie partagent quelques moments d'intimité. Des dizaines de tarins des Aulnes ont fait escale au jardin public cette année. Ils sont restés une semaine, puis sont repartis vers le nord pour se reproduire. La majorité des autres oiseaux sont des sédentaires qui vivent et se reproduisent au jardin public. Les fleurs de magnolia, qui s'épanouissent devant le Muséum Sciences et Nature de Bordeaux, me rappellent que je viens de passer une année entière derrière ma caméra. Une année pour témoigner de la diversité du monde vivant en ville. Mais déjà, les premières naissances annoncent le printemps, qui sera de retour dans quelques semaines et qui me réservera encore de nouvelles découvertes. Cette année, j'ai beaucoup appris et j'ai surtout constaté que si on lui laisse une place, la nature s'épanouit, même si elle est au contact des hommes. J'ai aussi découvert qu'il n'est pas toujours indispensable d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer la faune et la flore. Elle est souvent à 2 pas de chez soi.